Ouverture d'émission, c'est ma dernière de la saison. Tantôt, on est revenu sur ces 3 derniers mois très particuliers. Qui de mieux pour faire un retour sur ce trimestre sans pareil que celui qui a dû diriger les opérations de la santé publique pour le Québec, le Dr Horacio Arruda. Dr Arruda, bonjour. Bonjour. Mais avant de parler des 3 derniers mois, il faut absolument que je vous amène sur ce qui est dans l'actualité immédiate, parce qu'il y a le porte-parole du Parti québécois en matière de santé qui soulève des questions sur un voyage. Et je pense que les gens apprennent ça en même temps, sur le fait que vous étiez en voyage juste avant la crise du 26 février au 8 mars. Est-ce que ça vous provoque un malaise? Est-ce que vous avez été piégé, coincé par un voyage déjà prévu? C'était un voyage prévu. Il y avait des gens qui m'attendaient pour une conférence au Maroc sur 2 sujets. Un sujet sur comment les pharmaciens pratiquaient au Québec, quelles étaient les modifications, et un sujet sur le cannabis, parce que le Maroc voulait aller vers le cannabis thérapeutique. Donc, c'était prévu. Il y avait un auditoire qui m'attendait. Et j'avais combiné à ça des vacances. Mais il faut savoir que, premièrement, dès le janvier, on travaillait sur la question de la pandémie. Je suis allé à l'extérieur. J'étais en contact direct avec mon directeur général adjoint. J'ai assisté même à la conférence lors du premier cas. J'ai présenté là-bas. J'étais en contact et dès qu'on est, je veux dire, les travaux étaient en cours. Faut comprendre que je suis le directeur national, mais j'ai des adjoints. Je ne suis pas seul. Et le processus est en cours. Et au Québec, je pense qu'on a été une des premières provinces à arrêter tout le processus. On peut maintenant essayer de dire que mon voyage a eu un impact sur la pandémie. Moi, je pense que c'est pas le cas et j'ai toujours démontré, je pense, un commitment très important par rapport à ça. On cite des éléments dans l'article en lien avec des blagues que j'aurais dit qui étaient hors contexte, en mon sens. Ce que j'avais dit, par contre, là-bas, c'est que l'actualité était beaucoup autour du COVID-19, mais qu'il y avait aussi d'autres problèmes de santé publique, notamment les inégalités sociales de santé. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est ces gens-là qui sont les plus touchés et qui sont les plus atteints par rapport à la maladie. Et donc, moi, en tout cas, on peut faire de la politique avec ça, mais moi, personnellement, au point de vue professionnel, je me sens tout à fait correct et j'ai toujours assumé mes fonctions avec mes collègues comme tels dans ce dossier-là. Vous comprenez que pour les citoyens qui apprennent ça aujourd'hui, je regardais le 26 février, la date de votre départ, il y avait 80 000 cas dans le monde, 2 700 morts. La maladie était déjà propagée dans 40 pays. Ça peut quand même étonner des gens que notre directeur de la santé publique parte en voyage au Maroc à ce moment-là, non? Oui, mais écoutez, j'étais en contact. Ça repose pas seulement sur moi. J'avais un engagement qui avait été pris. J'avais validé avec les autorités cet élément-là. Et puis, c'est sûr qu'il y avait déjà beaucoup de cas dans le monde, mais personne ne pouvait prévoir nécessairement quand est-ce qu'arriverait le premier cas. Il y avait l'arrivée, notamment en Chine, par la Chine en Colombie-Britannique. Mais je pense que de toute façon, s'il y avait eu un besoin que je revienne, je serais revenu immédiatement, mais je suivais la situation très proche de là-bas. Et je pense que ça n'a pas eu d'impact sur ce qui est arrivé au Québec comme tel. Les préparatifs étaient commencés déjà avant mon départ. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai mon directeur général adjoint. Mais les choses ont déboulé après. Vous êtes revenu le 8, puis le 12, on était en pleine crise. Ça veut dire qu'on était 4 jours avant, on était proche du début d'une cellule de crise, non? Ça a déboulé là, quand vous êtes revenu, là. Oui, les choses ont déboulé, effectivement. Je ne peux pas dire l'inverse, mais là, la question est de savoir est-ce que les choses ont déboulé parce que j'étais parti à l'extérieur du pays. Là, je pense qu'il y a une relation qui n'est pas nécessairement, à mon sens, adéquate comme telle. Moi, je pense que ma présence est importante. D'ailleurs, je pense que je l'assume depuis mon retour comme tel. J'ai travaillé dans ce dossier-là avant même ma période de vacances. Moi, je pense que quelque part là-dessus, je considère que j'ai fait mon travail même à distance. J'ai assisté à des conférences à distance. Je me suis donné ma disponibilité, c'est avec quoi que ce soit, à tout moment, puis j'étais rejoignable. Ouais. Ça coïncide. La semaine où vous avez été en vacances correspond avec la semaine de relâche. Il y a des gens qui vont sûrement dire, oui, on a souvent expliqué que ce sont les voyageurs partis en semaine de relâche qui étaient une des causes. Et c'est une explication que vous avez donnée souvent, mais c'est quand même... Ça surprend, disons, pour les gens. Je dis pas que c'est grave, j'entends vos explications, mais ça surprend de dire, OK, mais lui-même faisait partie des gens qui étaient... Quand il nous disait, les gens, la semaine de relâche, peut-être patata, lui-même faisait partie des gens qui étaient partis pendant la semaine de relâche, là.
Oui, mais écoutez, je veux juste savoir qu'il n'y avait aucun cas au Maroc au moment où je suis allé. D'ailleurs, j'aurais appliqué, s'il y avait eu des cas, j'aurais appliqué les mêmes mesures que, là, je peux vous le garantir, il n'y avait aucun cas qui avait été déclaré au Maroc au moment où j'ai quitté. J'ai appliqué les mesures, je vous dirais, de lavage de mains fréquent, etc. Là. Et à l'époque, on ne savait pas que les patients asymptomatiques transmettaient la maladie. Donc, dans les faits, c'est vrai que j'avais planifié des vacances à ce moment-là. Je dois vous avouer que parce que j'avais un congrès là-bas, ça me donnait c'était difficile pour moi de dire aux personnes qu'il n'y aura pas de présentation. Ça avait été planifié pendant des années. Quand la situation, je l'évaluais de là-bas, on ne me demandait pas nécessairement de revenir. J'ai continué à faire le séjour que j'avais prévu, simplement. Est-ce qu'on a passé le pire? Pour vous, clairement? Mais Ou est-ce écoutez, que. Parce que là, la deuxième nous, vague, tout le monde bon, en c'est parle. clair, Est-ce qu'elle pourrait être encore pire que ce qu'on a passé? mais écoutez, je pense qu'il faut toujours demeurer vigilant et prudent. Là, vous savez qu'on parle d'une menace d'une deuxième vague. Il pourrait toujours avoir des effets du déconfinement, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Vous savez, quand on a décidé de rouvrir les écoles, notamment à l'extérieur de la région métropolitaine, les gens nous critiquaient beaucoup sur le fait que c'était trop tôt, alors qu'on s'est rendu compte que ça s'est très bien passé au niveau des autres régions. Actuellement, le déconfinement se passe bien, mais il faut demeurer prudent, comme je l'ai dit à chaque fois. Il faut maintenir, respecter. C'est une libération qui fait du bien à la santé mentale, mais c'est une libération qui doit être, à mon avis, conditionnelle à respecter les choses. Je tiens à féliciter toutes les entreprises, toutes les organisations qui font les choses différemment aujourd'hui pour justement éviter qu'on se retrouve avec une transmission communautaire importante. Ouais. Parce qu'hier, vous avez quand même été assez clair sur le fait que dans le cas d'une deuxième vague, on ne voudrait pas leur revenir à un confinement complet. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ferait le confinement davantage avec des outils de précision, un scalpel? S'il y a un problème dans une école, dans un lieu, dans une entreprise, on pourrait poser des gestes locaux, mais on ne voudrait pas fermer tout le Québec? C'est ça l'esprit? Ben écoute, si vous me permettez, M. Dumont, c'est un peu ce qu'on voit comme plan un peu partout à travers le monde, parce que, malheureusement, le vaccin n'est pas encore au rendez-vous, ni un médicament. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'organiser pour que les personnes les plus vulnérables soient moins exposées. Mais on sait que les enfants, par exemple, ne sont pas des grands facteurs de transmission, ne font pas très la maladie. Donc, on va pouvoir assouplir certaines mesures, mais la distanciation va demeurer. La protection des personnes âgées, par exemple, et des personnes vulnérables, ça va être quelque chose qu'on va vouloir faire. Et c'est vrai aussi qu'il est possible qu'au lieu que ce soit tout dépendamment de l'épidémiologie régionale ou locale, qu'il y ait des interventions plus ciblées, puis on va être excessivement, je vous dirais, agressif, bien entendu, dans la question de la protection des travailleurs de la santé puis du monde en termes de matériel, etc., mais aussi d'intervention autour de chacun des cas et des contacts. Cette absence d'un confinement complet, qu'on ne souhaite pas revenir à un confinement complet, je me posais la question, si on devait vivre une deuxième vague terrible, là, je me dis, mettons, à une époque, à Milan ou à Madrid, les pires villes là, qui ont vécu la crise, est-ce qu'il n'y a pas un point où on pourrait être obligé de retourner en confinement complet, c'est-à-dire que quand le soin intensif déborde, puis les soins intensifs de la ville 100 000 plus loin débordent, puis que il y a un moment, les entrepreneurs en pompe funèbre en fournissaient plus à sortir les corps, puis tout ça, il y a un point de rupture où tu es comme condamné, là, même si tu voulais pas, le confinement complet redevient la seule solution. Est-ce qu'on pourrait revivre une telle tragédie? Mais, Monsieur Dumont, vous avez raison. Là. Quand on parle d'avenir, puis là, je l'ai toujours dit depuis le début, ça. Hein? Depuis le début, je dis ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vrai pour aujourd'hui. Ce que je vais vous dire demain va peut-être être différent. Puis ça donne toujours l'impression qu'on est en incohérence, mais c'est parce que les connaissances, les informations augmentent. Je pense que l'objectif, c'est pas de revenir à un confinement total. Fait qu'on va mettre toutes les énergies pour être capable d'agir là où c'est nécessaire, puis d'être un petit peu, comme vous dites, plus chirurgical autour des foyers et des locaux. Et si on perd le contrôle, c'est clair qu'à un moment donné, de toute façon, je vais vous dire, la population va vouloir se reconfiner aussi là-dessus. Mais on ne veut pas en arriver à ça. Et c'est pour ça que nos stratégies vont devoir aussi cibler, comme on connaît mieux le virus, comme on connaît mieux aussi ses effets, cibler plus autour des personnes qui, eux, sont à très haut risque de complications et de se retrouver aux soins intensifs. Ouais.
Êtes-vous critique de l'Organisation mondiale de la santé? Hier, par ailleurs, en émission, je parlais au docteur Carl Weiss, puis on faisait le tour de tous les aspects, puis des contradictions de l'OMS, puis il n'a pas l'air très impressionné par l'Organisation mondiale de la santé. Puis je comprends que leur job n'est pas facile. Il faut qu'ils fassent de la politique entre tous les pays du monde, puis en même temps de la santé puis de la science, puis qu'ils mélangent tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu confiance en l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que c'est votre cas? Non, je vais vous dire non, parce que c'est sûr que toutes les organisations ont des avantages et des inconvénients. L'Organisation de la santé, au l'OMS, j'y vais à chacune des années. Je pense que les gens ne réalisent pas non plus que c'est une organisation qui fait des recommandations pour l'ensemble du monde. Il faut qu'ils tiennent compte de ce qui se passe en Afrique, etc. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, ils aident beaucoup les pays du tiers-monde dans lesquels des épidémies peuvent arriver, notamment avec les Américains, les CDC, etc. Et ce travail-là qui est fait dans ces pays-là vient nous protéger, nous aussi. Parce que quand il y a des épidémies d'Ebola ou d'autres épidémies dans les pays, avec les voyages, on peut faire de l'exportation. Fait que l'OMS joue son rôle, à mon avis, en fonction des orientations. Il n'y a personne qui est parfait. Vous savez, devant une pandémie comme celle-là, on va trouver des failles. On va en trouver parce que le virus est plus rare que nous. Moi, je pense que ça demeure une organisation qui est importante si on veut vivre dans une planète comme la nôtre aujourd'hui. Et je pense que c'est nécessaire. J'entends, eux prennent des orientations pour le monde entier, mais est-ce que nous, on prend sur le plan de la santé, est-ce qu'on prend leurs recommandations comme parole d'évangile ou est-ce qu'ici, localement, on décide de ce qu'on fait indépendamment? Ici, on décide toujours de ce qu'on fait indépendamment. On n'a pas nécessairement les mêmes calendriers de vaccination que eux. Eux peuvent faire une recommandation, puis on décide d'être plus agressif. C'est une question de gestion du risque. Tu sais, même au niveau canadien, on fait habituellement le plus possible en être en arrimage, mais on pourra avoir une position qui est différente des autres positions. On a réouvert les écoles alors qu'ailleurs, on les recommandait pas. Il faut comprendre que l'OMS, il ne peut pas non plus prendre en compte toutes les épidémiologies locales. C'est à nous, au gouvernement et aux directions nationales de santé publique et aux directeurs de santé publique d'adapter ou de prendre la décision la meilleure. L'enjeu qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas de science probante totale. On est en train de découvrir un virus. Il n'y a pas de recette sur qu'est-ce qu'on confine, qu'est-ce qu'on déconfine. Donc, quelque part, ça prend ce qu'on appelle des grands principes qu'on utilise, puis on essaie à ce moment-là, après, de les appliquer le mieux possible en fonction de notre réalité. Parce qu'on n'est pas non plus la même organisation de services qu'on a en Ontario, en Colombie-Britannique ou en Afrique. C'est sûr qu'il y a des adaptations, mais les grands principes sont là. Il y a des choses qui sont claires dans la science, d'autres qui sont moins. Et quand ça l'est moins, ça devient du consensus d'experts, puis une analyse qui est faite en tenant compte des avantages et des inconvénients. Hier, il y a un groupe de médecins qui a suggéré que dans certaines circonstances, les milieux fermés, le port du masque devrait être rendu obligatoire. Évidemment, c'est une décision, tout ce qu'on rend obligatoire, c'est une décision qui va faire des très mécontents. Là, on le voit déjà sur les gens des réseaux sociaux, des gens qui disent, moi, ils m'amèneront en prison, je ne porterai jamais le masque pour toutes sortes de raisons, parfois farfelues, dans certains cas, peut-être des gens qui ont un malaise avec ça physique, mais votre position là-dessus, parce qu'on vous reproche que c'est tout ce qui tourne autour du masque qui n'est pas clair depuis le début. Est-ce qu'en termes de santé publique, on devrait le rendre obligatoire? Est-ce que c'est une hésitation politique du gouvernement parce qu'il ne veut pas se faire des ennemis? Quelle est votre position à vous sur le masque obligatoire, là? Ouais. Premièrement, je voudrais juste clarifier une chose. J'ai jamais été contre le masque. J'ai dit que le masque peut avoir des effets pervers. Il y a de la science qui est ressortie là-dessus. La chose la plus importante, à mon avis, c'est la distanciation, l'hygiène des mains, et le masque est un élément supplémentaire. Au début, on manquait de masques. L'histoire de couvre-visage n'était pas nécessairement au rendez-vous. Les couvre-visages peuvent être un adjuvant aidant. Ils peuvent filtrer 20 30 40 On a aussi tout un enjeu autour de la qualité du couvre-masque comme tel. Ma position, là, c'est de fortement le recommander. Je le recommande très fortement aux Québécois actuellement quand ils ne peuvent pas respecter 2 mètres. Pour porter le masque, pour protéger les autres, à mon avis, mais il faut l'utiliser adéquatement. Il ne doit pas remplacer la distanciation ni les mesures d'hygiène. Pour ce qui est de le rendre obligatoire, actuellement, c'est pas du tout les experts que je consulte, les gens autour de moi, les gens au Canada n'ont pas rendu le masque obligatoire. Il y a des municipalités qui l'ont fait, etc. Là, pas rendu obligatoire pour le moment. Est-ce que ça va se faire dans un contexte d'une deuxième vague? Est-ce que ça va se faire dans un contexte où on voit que la population ne le prend pas? Au Québec, on a toujours eu une approche qu'on appelle d'augmenter la norme sociale, de convaincre plutôt que de contraindre.
Parce que souvent, quand on contraint, il y a tout un segment de population qui l'aurait porté, qui vont se dire « Ah non, je ne le fais pas, je suis obligé ». Mais on va suivre la tendance comme telle. Moi, je vous dis, portez le masque, le couvre-visage. Moi, je le porte régulièrement. Je le porte parce que je pense que... mais je le porte pas en pensant que je me laverai pas les mains pour la distanciation. On va voir les choses, comment elles évoluent, là. Les gens ont toujours l'impression que le masque est absolument essentiel. Je ne vous dis pas qu'il n'est pas bon. Je vous dis juste qu'il n'est pas efficace autant que la distanciation. Ça, c'est bien important. Parce que si vous portez un masque, même si vous portez un masque et vous êtes très proche de l'autre personne, quand vous allez tousser, il peut y avoir des particules, particulièrement quand c'est des masques de couvre-visage qui ne vous protègent que 20 de la norme. Donc, moi, je pense que c'est fortement recommandé. Je le dis, faites-le. Faites-le. Demandez aux autres de le faire aussi. Comme tel, mais rendre obligatoire puis faire la police du masque, je ne suis pas sûr qu'actuellement, c'est le bon élément. Mais il faut commencer à se pratiquer, à le porter régulièrement pour que ça devienne une habitude. Dr. Arruda, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.